On a eu tort de manquer d'ambition, avouait il y a quelques jours Emmanuel Macron à propos de cette course à la vaccination. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Victory, éditorialiste aux Échos. On sait que, comme souvent, les présidents ont du mal à reconnaître leurs erreurs. Là, il le fait quand même du bout des lèvres. Il le fait du bout des lèvres, mais enfin, venant de sa part, d'un Emmanuel Macron qui n'est pas habité par le doute en permanence, en tout cas pas publiquement, c'est même une vraie concession. Il a dit exactement, on a eu tort de manquer d'ambition, j'allais dire de folie, de dire c'est possible et on y va. Et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Voilà. Parce que dans cette histoire, si on revient un petit peu en arrière et c'est intéressant, c'est Donald Trump qui nous a tous doublés, j'ai envie de dire, qui a ouvert la voie. C'est lui qui, en premier, quand on fait le fil encore une fois, qui met la pression sur les labos, ça, notamment les labos américains. Ça nous renvoie à quoi? On est au mois de mars, Jean-Marc? On est au mois de mars 2020, au tout début du mois de mars 2020. Donald Trump rencontre les patrons des laboratoires pharmaceutiques et il leur demande une faveur. Il dit « Faites-moi une faveur, accélérez, accélérez ». Et 3 jours plus tard, il est devant une assemblée d'élus locaux américains et il révèle cette conversation. Et à ce moment-là, tout le monde lui tombe dessus. À bras raccourcis. À bras raccourcis, et non sans raison. Trump a longtemps été un anti-vax. Il avait commencé à changer d'avis 1 an ou 2 plus tôt, mais il a longtemps dit que le vaccin, ça donnait l'autisme aux enfants. Enfin voilà. Il a aussi soigneusement taillé dans les budgets de la recherche. Donc c'était pas quelqu'un qu'on pouvait penser passionné de science et de vaccination. Pourtant, avant même que le virus débarque en masse dans son pays, il dit la solution c'est le vaccin, il faut y aller très très vite. Et donc tout le monde lui tombe dessus, les journalistes évidemment, mais même les scientifiques. Et donc il y a le patron de la revue Science, la très vénérable revue scientifique américaine, Holden Thorpe, qui est un chimiste, qui prend la plume et qui écrit un édito vitriol contre Trump. Il lui rappelle que Anthony Fauci, qui fut longtemps le patron de l'Institut des maladies infectieuses, n'a cessé de répéter au président que le développement d'un vaccin prendra au moins 1 an et demi. Et puis il martèle dans son édito, un vaccin, ça doit avoir une base scientifique fondamentale, ça prendra au moins 1 an et demi. Et donc, condamnation extrêmement vigoureuse qui est largement reprise dans la presse européenne et française. Regardez ce président qui croit qu'on va pouvoir trouver un vaccin rapidement. Et au final, il aurait pu, à peu de choses près, gagner son pari, puisque 9 mois après, le vaccin était là. Voilà, moins de 9 mois plus tard, la première Britannique, parce que c'est une Britannique qui a été vaccinée la première, début décembre 2020, a été vaccinée. Donc après tout le processus, non seulement pour trouver le vaccin, mais ensuite pour le certifier, ce qui prend beaucoup de temps, pour le produire, pour l'acheminer. Tout ça a pris 9 mois. C'est quelque chose d'absolument prodigieux. Donald Trump y a cru et les Européens, eux, n'y ont pas cru. Il faut savoir que le premier vaccin qui était présenté aux autorités sanitaires américaines, il a été présenté le 16 mars 2020, c'est-à-dire la veille du jour où la France s'est confinée. Le vaccin existait déjà. C'est absolument extraordinaire. Il faut rêver à ces choses-là. Donald Trump y a rêvé, les Européens n'y ont pas cru. Ouais. D'ailleurs, début octobre, notre président Emmanuel Macron lui-même n'était pas convaincu par l'arrivée imminente d'un vaccin. Il faut quand même revenir en arrière là. Oui, aussi. alors les vaccins sont présentés pour la première fois mi-mars. Au mois de juin, on voit que ça va. Les premiers tests sont encourageants. Alors c'est sur quelques dizaines de personnes, donc évidemment ça n'est pas parlant, mais ça dit tout de même qu'il y a un espoir. Et à ce moment-là, le patron du laboratoire Moderna, un Français, Stéphane Mancel, il dit à mon journal des Échos, il dit « Nous incitons les gouvernements à placer leurs commandes à l'avance, à leur risque, mais en payant dès maintenant, parce que sinon, les gens et les gouvernements ne vont pas avoir de vaccin assez quand ça va être prêt. » Il dit même « Il ne faudra pas qu'ils se plaignent en janvier s'ils ne peuvent être livrés qu'en septembre. » Donc il dit ça en juin 2020. Il dit tout, et c'est tout le problème, c'est tout le fond de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, nous, oui, Européens, on n'a pas précommandé parce qu'on voulait d'abord avoir l'efficacité du vaccin. Et comme on l'a précommandé, on court après de la livraison. Mais c'est aussi qu'on n'y croyait pas. Vous disiez donc Emmanuel Macron, début octobre, une grande manifestation organisée par la banque PPI, il dit si vous croyez, il dit qu'il y a des gens qui... il dit exactement, les gens qui peuvent vous dire on aura un vaccin au mois de mars ou d'avril vous trompent.
Évidemment, ils nous ont trompés parce que c'était pas en mars ou en avril, c'était en décembre. Mais Emmanuel Macron, évidemment, pensait dans l'autre sens. Alors, c'est pas seulement la faute d'Emmanuel Macron, hein, c'est l'ensemble des gouvernants européens et aussi des scientifiques européens qui disaient ça prendra beaucoup de temps. Ils disaient ça début octobre. Encore une fois, on a vacciné 2 mois plus tard. Les Européens ont été complètement squeezés par la rapidité du progrès technique et puis l'accélération des procédures pour mettre en place ces médicaments. Mais cette accélération, vu l'enjeu qui est des milliers de morts par jour de la Covid, c'était évidemment sans doute assez sensé d'avoir des procédures accélérées de certification et d'approbation de ces vaccins. Ouais. Donc, dans le fond, Jean-Marc, où est-ce que ça pêche en Europe, notamment en France? C'est quoi? Ce retard, c'est un problème de croyance. Vous avez employé le mot croyance. Croyance dans les bienfaits de la science, de la technologie, problème, je sais pas, de manque d'argent, et en même temps non, parce que l'argent, pour le coup, maintenant, on l'a avec la Banque Centrale Européenne. Voilà, d'où ça vient? C'est quelque chose de culturel, au final? C'est quelque chose de culturel, c'est une défiance, alors qu'on voit très fort en France, mais qui existe aussi à l'échelle européenne, hein, une méfiance vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis du progrès. C'est quelque chose qui a beaucoup changé. Hein. Quand vous regardez comment est présentée la science et le progrès dans les romans de Jules Verne, on voit bien les formidables possibilités que ça permet. Hein. Quand vous regardez l'île mystérieuse, c'est pas l'île mystérieuse, le livre de Jules Verne. Mais bon, donc dans ce roman qui se passe sur une île où débarquent quelques marins, ils peuvent arriver à vivre en s'organisant grâce à tous les progrès de la science qui sont soigneusement documentés par Jules Verne. Quand vous regardez ce qu'on voit dans les romans d'aujourd'hui, où on a de la science, où on a de l'innovation technique, on est dans un univers dystopique. On n'est plus dans un univers utopique, on est dans un univers dystopique. Hein. Vous prenez Michel Houellebecq, vous prenez Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction qui est extraordinaire, qui a une imagination fabuleuse, une écriture aussi très riche, mais son univers est complètement dystopique. La vision collective, pas seulement des gouvernants, des scientifiques, des chefs d'entreprise, mais aussi culturelle, est une vision sombre de l'avenir. Et quand on a une vision sombre de l'avenir, évidemment, on n'a pas envie d'y aller. Donc les Américains, je ne sais pas si c'est peut-être un petit peu réducteur ou schématique ce que je veux dire là, mais ils sont plus optimistes que nous. Et donc il y a cette idée, c'est ce que disait le président, d'une Europe qui doit réapprendre à rêver, c'est ça? Oui, et c'est vraiment européen. Quand vous regardez ce qui s'est passé, j'ai regardé aussi ce qui s'est passé dans les années 1960. Dans les 1960, John Kennedy est élu. Dans son discours, il dit allons dans les étoiles. Et un an plus tard, il dit on va aller sur la Lune. Et il rêve. Mais moins de 10 ans plus tard, les Américains étaient sur la Lune. Et il y avait une lutte à cette époque-là entre les États-Unis et l'URSS, une lutte technologique. Et là, quand vous regardez sur le vaccin, qui a sorti, où ont été sortis d'abord les vaccins? Aux États-Unis et puis en Russie. On a donc, et pas en Europe, on a donc là une vraie faiblesse structurelle, une faiblesse culturelle, une faiblesse dans notre construction intellectuelle, et ça va être très difficile de progresser, d'avancer, sans avoir l'envie de regarder vers l'avenir. C'est vrai sur le plan sanitaire avec l'histoire des vaccins, mais moi ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est qu'on risque d'avoir exactement la même chose sur le plan de la transition écologique. J'allais y venir parce que dans les grands enjeux à venir, il y a cette transition écologique et énergétique, et on a de l'avance pour le coup sur les Américains, non? Parce que c'est comme chez nous vous allez me dire, c'est chez nous qu'on réglemente. Oui, on a eu de l'avance sur les réglementations. Hein. Alors, si on regarde sur l'automobile, on a eu des baisses, des plafonds d'émissions de CO2 par kilomètre parcouru en Europe. Oui, mais c'est volontariste, c'est bien, non? Voilà, c'est volontariste, c'est bien. Sauf que quand vous regardez qui c'est aujourd'hui le grand constructeur de voitures électriques, c'est Tesla. C'est pas Volkswagen, c'est pas Renault, c'est pas Audi, c'est Tesla. Et c'est un Américain. Nous, on réglemente. C'est un Américain qui a dit, ça, nous, on y va. Voilà. Et on
voit ça dans d'autres domaines. Si vous regardez dans le numérique, hein, les Américains, ils ont GAFA, les Chinois, ils ont BATX, donc c'est 4 entreprises à chaque fois, et nous, on a RGPD, c'est 4 lettres aussi, mais c'est Règlement Général de Protection des Données, et c'est très bien d'avoir un règlement comme ça, mais ça serait mieux si on avait aussi des entreprises qui allaient de l'avant et qui étaient capables de montrer l'avenir et de prendre des marchés. Bon, on a tous compris, je pense. Ce billet d'humeur, édito à lire, évidemment, aujourd'hui dans Les Échos, signé Jean-Marc Vittori. Merci Jean-Marc. Bonne journée. Merci David, au revoir. Salut.